Dans un troisième temps là, de notre échange, on va resserrer un peu plus la question à qui confier la recherche du financement. Dans cette structuration, dans ces possibilités, dans ces opportunités de structuration, se pose la question de à qui confier cette recherche de financement. Et Sonia, vous allez déjà commencer à nous partager un peu l'exemple de Landar, comment petit à petit, progressivement, ça s'est structuré en termes de salariat avec votre arrivée en tant que directrice et puis notamment sur cette question de recherche de financement. Oui, Landar va fêter ses 40 ans l'année prochaine, donc on a un petit peu de recul sur ces problématiques-là. Association tout bénévole au départ, avec évidemment dans les années 80 un petit peu l'aide des prescripteurs qui arrivaient à jouer du carnet d'adresses pour aider à porter des projets patients, des choses comme ça, mais ça reposait quand même principalement sur la présidente bénévole qui avait un peu d'expérience en termes d'organisation, d'entreprise, etc. Mais bon, sans être non plus une experte. Hein. Donc ça reposait beaucoup là-dessus, dans un paysage qui était aussi différent de maintenant, puisqu'il y avait finalement très peu d'acteurs industriels impliqués dans le traitement de la polyarthrite. Ouais. Donc, tu sais de quoi je parle. Oui. Donc, dans les années 80-90, on n'était pas... voilà. On avait des industriels qui, je dirais, étaient plutôt dans l'idée du pur mécénat, sans avoir même une implication, financière ou marketing. Donc ça, c'était les débuts. Après, voilà, début des années 2000, j'arrive. Forcément, on change un peu les choses. Dans le même temps, l'année d'après, c'est le début de l'arrivée des biothérapies pour traiter la polyarthrite. Donc là, on a une explosion du nombre d'acteurs présents. Pareil, une professionnalisation, il faut rentrer dans le cadre, il faut signer des contrats, il faut avoir des contreparties. Donc ça se complexifie quand même pas mal. Et par le nombre d'acteurs et par les contraintes administratives. Donc là, forcément, le bénévolat n'était plus suffisant. Et là, on arrive à un autre tournant qui est finalement l'arrivée des biosimilaires. Donc ça fait encore exploser le nombre d'acteurs sur notre domaine thérapeutique. Et là, eh bien, je me retrouve moi-même pas en capacité de faire face à la quantité d'acteurs présents. Et évidemment, on ne peut pas développer 24 projets par an, c'est juste pas possible. Déjà, même faire 24 sollicitations de partenariat, c'est pas possible. Et donc, nous, on en est arrivé justement à penser être en partenariat avec, en externalisant, quoi, avec sur certains trucs. Mais ça soulève plein de questions, hein, c'est-à-dire qu'il y a différents types de soutien. Il y a le soutien public. Il y a le soutien privé. Dans le soutien privé, il y a différentes typologies aussi. Il y a les industriels, mais pas que. Il y a les fondations. Il y a tout un tas de choses. Et dans les soutiens qu'on va chercher, il y a ceux qu'on connaît et il y a ceux qu'il faudrait prospecter, ceux où il faudrait aller chercher. Et il y a des soutiens français et des soutiens européens. Donc tout ça fait un maillage de possibilités qui est plutôt encourageant, mais en même temps, quand on regarde la cartographie, c'est désespérant. Parce que si on n'est pas une vraie équipe derrière, comment on fait face ? Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il y a la solution, mais comment tu vas la chercher ? Il faut prendre le temps, mais tu ne l'as pas. Donc on est un peu dans cette course effrénée. Et donc je ne suis pas certaine que la solution, ce soit ou bénévole, ou salarié, ou externe, mais que ce soit quand même un mix de tout ça pour arriver à se répartir justement en fonction des aptitudes, des compétences et peut-être des appétits de chacun. C'est qui a la compétence ? C'est qui a la compétence, parce que ça demande quand même de la compétence relationnelle, de la compétence juridique. Je veux dire, on ne peut pas tout vendre n'importe comment. On ne peut pas simplement grossir un devis pour avoir un soutien et puis après dire, bon ben super, on s'est fait 8000, ça va être bien pour nos affaires. Enfin, je veux dire, en tant qu'association, on doit quand même assumer les salariés, la charge de l'association par l'argent qui ne vient pas de l'industrie. Donc voilà, tout ça, c'est quand même une grosse équation. Et pour le qui, je pense que ce n'est pas une seule personne qui peut... En tout cas, moi j'y arrive plus. Help. Il y a 2 salariés que toi, Landar ? On est 4. 4. On est 4.
Et si on répartit les missions, voilà, moi je suis en tête, entre guillemets, en première ligne. Je vais aller chercher le partenariat, mais à côté, il y a l'assistante administrative qui va être en train de construire le dossier, il y a l'assistante comptable qui va être dans le suivi budgétaire, etc. Et la chargée de com qui va valoriser tout ça. Donc on en perd une, on est toutes mortes. Hein. Dominique, réaction? Non, mais Sonia a complètement raison. En fait, j'insiste, c'est de nouveau, c'est cette question d'agilité. Les associations, elles vont avoir du monde, enfin, ou alors elles ont effectivement beaucoup d'argent parce qu'elles ont un gros financement d'État de par leur structuration. Mais en dehors de ces grosses associations ou des très très gros collecteurs, la majorité des associations, déjà 4 salariés, c'est bien. Certaines arrivent à 10, 12, mais au-delà, mais déjà même ça, voilà, il faut aller chercher les financements derrière. Hein. Olivier? Oui, non, ce que disent Dominique et Sonia est parfaitement vrai. Mais il y a aussi quelque chose dont il va falloir qu'on se coupe. Je dirais, c'est les références historiques du mouvement associatif. Parce que dans la pensée systémique, en particulier de l'administration, le modèle, alors que ce n'est pas la première, mais c'est le sida. Ouais. Or, il faut voir ce qui s'est passé chez Aide, quand Aide a commencé à avoir une problématique d'argent public, justement, qui lui a été coupé. Ils ont été obligés de faire un plan social. Un plan social dans une association, c'est quand même une situation qui est quand même particulière. Ils avaient presque autant de militants que de salariés à l'intérieur de Aide. Donc on était sur des modèles qui n'existent plus à l'heure actuelle. Il faut que tout le monde soit bien conscient que ces modèles-là sont des modèles morts. Ça n'existe plus et ça n'existera plus. Sauf à ce que le mouvement associatif se reprenne en main sa destinée, considère qu'il est un acteur de santé à part entière et pas simplement un sous-acteur au service d'un certain nombre de causes ou au service d'un certain nombre d'administrations, d'industriels et autres, et à ce moment-là se mettent à fonctionner comme une association en pays anglo-saxon. Et là, ça change totalement la donne. Ils ont des moyens, ils ont du personnel, ils ont des actions, ils obtiennent des résultats sur le plan de la santé publique sans commune mesure avec les nôtres. J'ai l'impression qu'on n'en est pas encore là, que certains font le virage et pas d'autres, que c'est quoi, on est dans un début timide de ce basculement? Après, on a aussi un problème de société, entre guillemets. Je veux dire, la France et les pays latins sont quand même moins portés sur le soutien associatif que les pays anglo-saxons ou nordiques, qui sont quand même beaucoup plus... Quand tu as un appel aux dons, en face, ça répond. Alors, au Téléthon, ça répond super, hein, c'est formidable. Mais de manière générale, toutes les associations se plaignent, entre guillemets, un peu de ça. Je veux dire, les collectes, ça ne donne pas grand-chose. Collectes, ça ne donne pas grand-chose parce que je pense qu'il n'y a pas encore ce mûrissement intellectuel autour du rôle vrai d'une association de malades. Alors ça, je te rejoins complètement et ça fait partie des combats, je crois, que nous, toute association, on doit mener. C'est aussi de sensibiliser au fait de notre valeur ajoutée, du service rendu. Alors évidemment, on va faire des choses moins jolies que certains des prestataires ou des startups qui vont faire du service patient avec des super agences, donc ça va être brillant, etc. Et les patients, derrière, n'ont pas forcément voir quelle est notre valeur ajoutée. Et on parlait de démocratie sanitaire tout à l'heure. Quand on nous aura complètement déshabillés pour faire la même chose que nous, en plus joli, et que derrière, on n'aura plus d'adhérents, plus assez de légitimité, il n'y aura plus personne pour défendre les lois de santé publique. Et on ne sera plus audible. Et finalement, tout ce qui semble être au service du patient, avec des programmes d'accompagnement, avec des applis, des trucs et des machins, eh ben, c'est un peu nous tirer une balle alors c'est plus dans le pied, quoi. C'est dans les deux pieds, parce qu'à terme, ça va nous faire crever, quoi. Non seulement ça, mais il y a le modèle des startups qui vient vous piquer un maximum de trucs. Tout à fait, oui. Et d'argent notamment, si on reste sur le financement aussi ou pas? Ce qui est intéressant de voir dans le modèle des startups, c'est qu'il y a une position qui est une position, on va dire, entrepreneuriale, un peu cannibale. C'est-à-dire qu'il y en a il y a certaines startups qui récupèrent un peu le savoir des patients, qui l'enrobent un peu mieux et vont faire une appli, un machin, un truc, un objet connecté qu'aurait pu faire l'association. Tout à fait. Oui, et là, dans ce cas-là, il y a une attrition totale des fonds parce qu'on va travailler avec la start-up. Tout à fait.
On le voit, on a commencé à le voir. Ah, oui. Il y a quelques start-up comme ça qui ont émergé. Et vraiment, quand on voyait l'offre de la start-up au départ, on se disait, mais ça devrait être une association. Ouais. Et en plus, la start-up, elle navigue un peu. Au départ, elle n'est pas très claire sur son statut. Et puis après, on découvre, oui, c'est clairement, c'est une start-up. Mais effectivement, ils ont mis un patient partenaire, ils ont enrobé, ils font des choses quelquefois mis le logo de l'association, etc. Ouais, des fois même sans notre accord, ça c'est formidable. Et, sans l'accord, oui, ça nous est arrivé. Ça vous fait plaisir, donc c'est pour ça qu'il l'a fait. Oui, c'est pour vous rendre service. Parce qu'il y a souvent cette confusion de penser que parce qu'il y a le logo de l'association quelque part, on est rémunéré. Oui, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. On s'en fiche pas mal en fait. On préférait que dans tous les projets, il y ait une sensibilisation à pourquoi il faut payer une cotisation à une association. C'est pas tant pour l'argent que aussi la légitimité de l'association après. Parce que, loi de santé publique... c'est nous qui y allons au front. Et si on n'est pas légitime... Sur cet exemple des startups, il y a aussi des vrais partenariats entre des associations et des startups aboutissant à des solutions. Oui. Mais quelque part, là, on change un peu le truc. C'est-à-dire que la start-up est partenaire, mais elle est presque prestataire de l'association. C'est plus la même chose.